Bonjour à tous. Pour ce numéro 60 de MPCM, j'ai le plaisir de recevoir Éric Bulliard. Contrairement aux autres interviews, je ne sais pas pourquoi, ça doit avoir une certaine importance, j'ai un peu plus préparé les questions posées. Puis j'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui ont accompagné mon frère Nicolas sur l'autre rive. C'est un grand merci à tous que je dis ici. Et puis je pense que ça a un certain sens parce que j'ai dû choisir, donc, comme d'habitude, deux mots dans le dictionnaire du diable et puis ensuite dans le dictionnaire insolent de notre ami également décédé Narcisse Prat. Et puis le premier mot que j'ai pris, c'est celui de la mort, et vous verrez que ça a un sens par rapport à ce dont on va discuter aujourd'hui. La mort, je vais donner une brève réaction à Éric Bulliard tout à l'heure, c'est censé être un dictionnaire caustique, parti avec son dernier souffle, parti comme le reste, la belle humanité court jusqu'à sa fin, et le but même que l'on poursuit se révèle être un trou. Squattal Jones. Votre livre, c'est un peu la mort de Saint Kilda, qu'on va parler tout à l'heure. Un peu, oui. Alors c'est une mort, oui, c'est une mort, en tout cas c'est en tout cas la mort d'une utopie, d'une civilisation qui vivait sur cette île. C'est la mort de tradition, c'est la mort de... L'île n'est pas tout à fait morte, mais en tout cas elle vit très différemment. On va parler un peu d'elle naturellement tout à l'heure. Et puis ce qui m'a frappé cette semaine, personnellement, après le mot la mort, c'était la honte. Je ne dirais pas pourquoi, mais alors j'ai sorti cette définition du dictionnaire insolent pour voir à quoi ça fait référence chez Éric Bulliard. La honte, sentiment pénible découlant d'une culpabilité avouée ou non, auquel sont imperméables les gens dépourvus de conscience, tels que militaires, prédateurs, tortionnaires et détenteurs de prétendues vérités révélées au nom desquelles tout est permis. J'ai envie de dire à bon entendeur, salut. Et ça dit quoi, Éric Bulliard, cette définition du mot honte? Ça dit que malheureusement on le voit tous les jours, ce genre de, enfin surtout dans notre époque, surtout à cette période qu'on est en train de traverser avec les conflits et tout ce qu'on connaît. Je ne peux pas faire de grandes phrases là-dessus, mais enfin ce côté, oui, les gens sans honte, les gens qui se permettent tout, les gens qui se... J'ai l'impression que c'est... alors je ne sais pas de quand date exactement cette citation, mais j'ai l'impression elle date d'une trentaine ou quarantaine d'années. Hein, ouais. Et j'ai l'impression qu'elle est très très appropriée à notre époque, à ce qu'on vit actuellement, quoi. Ouais. Alors, naturellement que je suis ici peut-être pour la première fois, on va parler que d'un livre. C'est Adieu à Saint Kilda, pas tout à fait, vous verrez, mais un livre, c'est une voix. Et je me suis dit, entendons tout d'abord la voix brève de Éric Bulliard pour un extrait que j'ai choisi, qui est bref, un petit paragraphe qu'il va nous lire. C'est à la page 168 de son Adieu à Saint Kilda. C'est le premier paragraphe ici en haut. Désormais, il suffit de voir les veines saillantes de ses bras et ses poings de pierre pour perdre toute envie de le contredire ou de lui demander de parler moins fort. Alors on écoute, pour la 100e fois, l'histoire de Saint Kilda, la traversée, tous ces morts, et moi-même, même pas malade, pas le moindre mal de mer. On l'écoute raconter le ciel d'Australie, ses étoiles comme des flambeaux, l'or, la ferme, la Nouvelle-Zélande et ses vallées si vertes qu'on dirait qu'elles brillent. Ici, vous avez de la chance, l'or, il suffit de se baisser. Quand quelqu'un parle de la guerre, Gillis se tait. Il doit cacher quelque chose. On respecte son silence, on n'insiste pas. Vous avez vu ses poings ? Merci pour ce moment. J'ai envie de commencer par ma petite question piquante de la journée, de cette interview tout au début. J'ai envie de dire que ce livre, il commence sur sa tranche par un mensonge, c'est le mot roman. Je dis, ce livre n'est pas un roman. Que répond l'auteur? Je répondrai d'abord que je ne sais pas exactement ce qu'est un roman. Le terme roman,
couvre tellement de choses différentes, de genres différents, de genres de livres différents, que je trouve qu'il peut entrer dans cette catégorie-là. Mais pour tout vous avouer, on a hésité avec l'éditeur au début. Est-ce qu'il fallait mettre récit? Est-ce qu'il fallait mettre... C'était voilà. la proposition que je vous aurais faite en disant que puisque c'est un livre de vérité, traduisant le vrai à la façon du romancier, mais c'est du vrai, j'aurais pensé que le mot récit était plus approprié. Oui. Mais on a hésité, puis finalement on s'est dit que récit avait un côté quand même plus... Comment dire? Plutôt que roman me laissait plus de liberté aussi. Par rapport à inventer des personnages, à inventer des dialogues, ce genre de choses. Donc il y a une partie récit, effectivement, le récit de notre voyage sur place avec mon épouse est au plus près de la réalité. Il y a une partie plus roman historique avec l'histoire de ces gens sur cette île. Donc je pense que les deux convenaient, on en a discuté, puis finalement on s'est dit que le roman était suffisamment large pour inclure aussi ce livre. Avant de revenir à cette petite merveille, Adieu à Sainte-Kilda, je fais un espèce de culbute à l'envers, ou à l'avant plutôt, et je vous dis qu'est-ce que cabine. Que vous expliquez qu'est-ce que c'était cabine auquel vous avez participé, et comment vous avez vécu ça. Donc les gens qui nous écoutent ne savent pas du tout de quoi je parle, et je suis tout à fait ailleurs. Alors juste expliquer. Alors il y a deux choses. Cabine, pour moi, c'est deux choses, parce qu'il y a mon deuxième roman qui s'appelle La Cabine. Voilà. Qui n'a rien à voir, mais je pense que vous voulez parler de l'expérience d'écriture qu'on a fait. Exactement. Voilà, dans un lieu qui s'appelle la Cabinerie. Là, j'ai pas lu La Cabine, mais si vous voulez dire un petit mot sur La Cabine. Non, alors juste que c'est mon deuxième roman qui est paru il y a maintenant, je ne sais plus, l'année passée, qui est dans un contexte totalement différent de ce que Adieu à Sainte-Kilda dont on parlera tout à l'heure. C'est un contexte, ça se passe dans le désert du Mojave aux États-Unis. C'est aussi tiré d'une histoire vraie, une ancienne cabine téléphonique abandonnée pendant des dizaines d'années. Ça se passe en tournant de l'année 2000. Et c'est une cabine téléphonique en plein désert, abandonnée. Et un jeune homme s'est mis en tête de la trouver. On a fait une sorte de petit phénomène mondial parce que c'était les débuts d'Internet. Donc il a été trouvé cette cabine. Et des gens commençaient à venir d'un peu partout pour répondre au téléphone que les gens appelaient du monde. Puis publié chez qui? Aleb, les mêmes éditeurs. Ah ok. Alors effectivement, je parlais de et cabine. donc, je ne crois pas au hasard. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux? Alors entre les deux, non, c'est vraiment un hasard. D'accord. C'est tout à fait un hasard. Mais le hasard veut que j'étais en train d'écrire La Cabine au moment où on a fait cette expérience d'écriture dans une ancienne cabine. Contez-nous cette expérience d'écriture. Qui c'est qui a eu l'idée? Alors c'est Michael Perruchou. Mon ami Michael Perruchou, écrivain, éditeur, et puis... Alors, puisque vous citez le nom, j'étais au Salon du Livre à Genève, et puis je lui ai dit, propose-moi, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé sa préférée, et je lui ai dit, propose-moi un livre, et il a dit, je vais choisir une autre collection, et Éric Bulliard était à côté, il m'a dit, prends ce livre et lis-le. C'est comme ça qu'on s'est connus la première fois. Tout à fait. Et donc, Michael Perruchou, que je connais maintenant depuis pas mal d'années, et puis j'ai appris avec les années qu'il ne faut jamais dire non quand Michael a une idée. Donc, je le suis dans toutes ces idées un peu folles. Et là, c'était une idée d'écrire un roman à 8 auteurs. On s'est relayé pendant 50 heures dans une cabine téléphonique, une ancienne cabine téléphonique transformée en galerie d'art. Donc, il y a eu plusieurs incursions de chacun dans la cabine. Ouais. C'est pas une fois, c'est plusieurs fois. C'est plusieurs fois. On faisait des tranches de 2h30, 3h suivant les heures, donc non-stop pendant 50 heures. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette cabine? Et donc, on avait installé un petit chauffage, parce que c'était en février. On avait installé une chaise et puis une petite table pour poser l'ordinateur. Et on se relayait tous les 2 à 3 heures pour écrire une histoire, en fait, pour écrire un polar qui s'appelle L'altitude des orties. Sans s'être concerté préalablement sur le sujet? Non, alors on s'est mis d'accord, encore une fois, Michael est arrivé avec une idée de titre, L'altitude des orties, et une idée de départ. Donc c'est un couple qui part en vacances, et qui tout d'un coup en voiture, et qui tout d'un coup se retourne et se rend compte que leur enfant n'est plus derrière. Il n'est plus sur le siège arrière. Et donc ça, c'était l'idée de départ. Et à partir de là, on s'est relayé, on se relisait un peu, donc on passait au début, on relisait ce que la personne précédente avait fait. Et l'histoire s'est construite comme ça, pendant 50 heures, jour et nuit. Et qui a eu l'honneur de conclure le livre par le dernier chapitre? Alors c'est Fred Boquet qui a conclu. Il savait au moment d'entrer dans la cabine que c'était le dernier chapitre? Alors oui, parce qu'à la fin, parce qu'on savait exactement à quelle heure on allait finir. On savait que la dernière tranche, c'était la dernière. Et Fred a eu l'excellente Fred Boquet a eu la chance, ou en tout cas le talent de finir ce roman avec une fin que je trouve magnifique. Il est publié chez qui? À Cousy Mouche.
à cause d'une mouche, c'est la cabine ou cabine? Non, le titre c'est L'altitude des orties, le titre du roman. Ah d'accord. Et c'est cette expérience dans la Et cabine. ça se passait dans une cabine Ok. téléphonique. Mm. Alors, je reviens à ce livre, Adieu à Saint-Kilda. Et puis, ce livre, c'est un bijou, je vous le dis, allez l'acheter. Comment sait-on que l'on a écrit quelque chose dont on sait de certitude absolue que l'on en sera fier à jamais? Alors je ne le savais pas du tout. Mais maintenant, aujourd'hui, sur ce divan peut-être, ou même avant, parce qu'on en est à la 4e édition. Oui. Il faut quand même dire aux gens, 4e édition, ça veut dire que l'éditeur a vu un peu petit au départ, et puis que les gens ont aimé, il y a dû y avoir du bouche à oreille, je pense, et puis l'ayant lu, je comprends pourquoi il y a eu ça. Alors quand même, maintenant, après ces 4 éditions, et puis cette question, on sait qu'on sera fier à jamais de ce livre. Ouais, fier, c'est beaucoup dit. Enfin, j'ai pas tellement cette Non. attitude de fierté. Enfin, fierté, je trouve que c'est pas tellement le terme. Disons que je suis content que cette histoire résonne chez les gens. Parce que moi, j'ai quand même écrit ce livre d'abord parce que j'étais fasciné par cette histoire, parce que j'étais fasciné par ces Mais il gens. n'y a pas une fierté aussi par rapport à soi-même, le contentement de quelque chose par rapport à soi. Alors, disons, comment dire, j'ai mis assez longtemps à écrire. C'était mon premier roman, j'ai publié relativement tard parce que j'avais toujours des doutes, parce que j'avais toujours... Enfin, voilà, je n'osais pas me lancer. Quand j'ai fini par oser me lancer, quand j'ai fini par... que le livre a été publié, c'était une première satisfaction. Et puis après, c'est vrai que quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait un petit effet chez les gens, oui, forcément ça touche et puis ça lève un peu les doutes. Les doutes. Mais puis, oui, surtout ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est sur la durée aussi. C'est que le livre, il vit encore aujourd'hui. Enfin, c'est quand même. J'ai la conviction qu'il va tenir un bon petit moment. Et puis, d'où a surgi cet adieu à Saint-Kilda, le germe de départ? Alors, le tout premier germe de départ, c'est vraiment un voyage de touriste qu'on a fait avec mon épouse. Je ne sais plus en quelle année, mais en 2012 peut-être, en Écosse, qui est un pays qu'on aime beaucoup. On a adoré ce pays, ces paysages, et on a visité un château sur l'île de Skye, dont le nom échappe maintenant le nom du château. Mais en fait, il y avait une exposition de photos anciennes dans ce château. Et c'était des photos de Saint-Kilda et des habitants de Saint-Kilda. J'avais jamais entendu parler de cette île. Et j'étais fasciné par ces visages, par ces gens, par ces photos étaient extraordinaires. Ça c'est le départ du... C'est vraiment le départ, oui. Et puis c'est là que je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est ce Saint-Kilda? C'est quoi ces gens? J'ai commencé à lire plein de choses, j'ai commencé à lire un peu tout ce que je trouvais là-dessus. Je me suis rendu compte qu'en français, il n'y avait pas grand-chose. On va parler tout à l'heure un peu des sources. Mais comment expliquer que ces gens-là, les Saint-Kildiens, je crois qu'on les appelle, ils sont restés si longtemps sur ce bout de terre, alors même que tant de marins ou tant de gouvernants sont venus leur proposer de partir. Mais comment vous expliquez ça? Je sais pas, je crois qu'ils étaient bien sur cette île en fait. Je pense qu'ils vivaient dans des conditions très dures, conditions météorologiques notamment, l'isolement et tout. Mais je crois qu'ils avaient trouvé un mode de vie, ils avaient trouvé un système, une solidarité entre eux, une manière de vivre sans hiérarchie, sans loi, sans argent, qui leur convenait parfaitement. Et ils se sont accommodés de ces conditions extrêmement dures, notamment climatiques. Et ils ont vécu en accord avec la nature. Et je crois qu'ils avaient, pendant très longtemps, ils n'imaginaient pas partir et vivre ailleurs, jusqu'à ce que ça n'a plus été possible en 1930, parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour continuer à survivre. Vous avez apporté 3 livres. Le premier, beaucoup le connaîtront, en tout cas je le connais, l'Hérital de Kavanagh. Alors c'est quoi ce Hérital? Et pourquoi ce livre? J'ai une admiration infinie pour Kavanagh, pour l'homme, pour le fondateur de Charlie Hebdo, d'Harakiri, etc., mais aussi pour l'écrivain. Je trouve qu'il est parfois un peu sous-estimé en tant qu'écrivain, parce qu'il a encore cette image, enfin, on connaît le provocateur, grande gueule et tout. Mais ses livres, ses romans sont magnifiques, et celui-ci, qui est son premier roman d'un cycle autobiographique, encore aujourd'hui, je le relis régulièrement, mais il est d'une profonde humanité. C'est très très émouvant, l'histoire de son enfance, de son père. Le pitch, c'est quoi, justement? Donc c'est vraiment l'histoire de son enfance dans un Nogent, dans la région parisienne, avec son père ouvrier qui ne sait pas lire. Enfin, c'est vraiment le récit de son enfance. Et c'est dans la langue, c'est d'une liberté totale. Il y a un ton qui est d'une modernité extraordinaire. J'aime beaucoup. Et puis alors là, quelque chose que je connais absolument pas, si c'était le nom de l'auteur, de Edmond-Henri Crisinel, œuvre. Oui.
on est dans un autre registre. On est dans un tout autre registre. Donc, Edmond-Henri Crisel, c'est un poète qui m'est cher, c'est un poète sur lequel j'ai travaillé un peu pendant mes études, j'ai fait mon mémoire de licence sur lui. C'est un poète vaudois qui est mort en 1948, qui s'est suicidé en 1948 après avoir fait 3 séjours en hôpital psychiatrique, et qui a écrit, donc là c'est les œuvres complètes, mais il a écrit surtout un texte qui s'appelle Alecton, qui est une sorte de, qui est une prose poétique de quelques pages, mais qui est une sorte de journal de son internement, et une sorte de, il parle de sa maladie psychique, mais dans une langue magnifique, dans une limpidité. C'est une sorte de descente aux enfers dans la folie, mais avec une langue absolument magnifique. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Et puis là, alors j'étais très content que vous apportiez ce livre que je n'ai pas lu, de Damien Murit, La voix du violoncelle. J'ai lu un autre livre sur sa mère. C'était quoi le titre? Je me souviens jamais du titre. Dans le ciel. Ouais, je ne sais pas exactement. Celui-ci, c'est alors que dire de Damien Murit? Dans l'attente d'un autre ciel. Dans l'attente d'un autre ciel, que je vous conseille également. Ça, c'est édition d'en bas, donc La voix du violoncelle. C'est quoi le ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Ah, c'est récent. Ouais, c'est récent. Ah, d'accord, ok. Sorti il y a quelques semaines. Alors, c'est une histoire. Alors, Damien Murit, c'est quelqu'un qui a une écriture extraordinaire de puissance, de densité. Magnifique. Vraiment, magnifique. il est plus poète que romancier, d'ailleurs, même formellement. C'est souvent des tout petits paragraphes, des tout petits chapitres. C'est assez noir, assez sombre, mais c'est vraiment magnifique. Et ici, donc c'est un peu une coïncidence parce qu'il l'a écrit avant, mais c'est une histoire de guerre. On ne sait pas où ça se passe exactement, on ne sait pas quand ça se passe, mais c'est une histoire de guerre avec 2 sœurs, une qui veut s'enfuir, l'autre qui veut rester, et un luthier qui, malgré tout, essaye de construire son violoncelle. Et puis c'est des petits livres, mais très très denses, très profonds, Ouais. et avec une plume, alors une des plus belles plumes de Suisse romande, je pense. Absolument. Alors oui, on parlait tout à l'heure des sources de Saint-Kilda pour faire ce livre. Comment vous êtes documenté finalement? Il y a la réponse dans le livre, puisqu'il y a même une biographie à la fin, largement en langue anglaise. Ouais. Alors comment vous avez progressé dans cette recherche documentaire? J'ai vraiment commencé à m'intéresser à Saint-Kilda avant même d'avoir l'idée d'en faire un livre, d'écrire ce livre. Vraiment par intérêt personnel. Et puis j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais, et en français il y a un livre un peu qui fait toute l'histoire de Saint-Kilda, qui est une traduction de l'anglais. Mais en anglais il y a beaucoup de choses, parce que c'est une histoire qui est très connue en Angleterre, enfin dans le monde anglo-saxon. Encore maintenant il y a régulièrement des études qui paraissent là-dessus. Donc j'ai lu un peu tout ce qui me tombait sous la main, j'ai la chance de lire relativement bien l'anglais. Donc j'ai lu un peu tout ce que je trouvais, et puis plus je lisais, plus ça me fascinait. Et plus je disais à mon épouse, il faut absolument qu'on aille sur place un jour. Mais tout ça encore une fois, sans avoir l'idée d'en faire un livre à ce moment-là. Elle a été réticente quand vous avez dit ça, parce qu'à un moment donné, on sent oui, il faudra aller là-bas, etc. Mais est arrivé ce jour où on a organisé le voyage, etc. Est-ce qu'elle avait une crainte personnelle elle-même? Au départ, pas spécialement, parce qu'elle aime aussi beaucoup l'Écosse, et puis quand je lui parlais de ça, elle était aussi moins passionnée que moi, mais aussi assez fascinée. Donc on s'est dit. Par contre, elle ne s'est pas rendue compte que la mer pouvait être agitée. Alors le mal de mer, c'est voilà. en filigrane au début du livre, et puis avec un petit rappel à la fin. Ça a été très compliqué. Oui, alors c'était compliqué, parce que c'est quand même plus de 3 heures de bateau, sur un petit bateau qui secouait dans tous les sens. On était un jour où il ne faisait pas beau. Et donc oui, c'est quand on... Mais on ne sait pas très bien pourquoi certains supportent sans être marins et d'autres pas du tout en l'étant même. C'est assez mystérieux, oui. C'est assez mystérieux. Donc elle n'a pas très bien vécu ce moment-là, mais après, voilà, maintenant on en sourit un peu. Ouais. Et puis alors, dites-nous comment l'Australie peut voler les enfants de Saint-Kilda. Oui, alors il y a une époque vers le milieu du 19e, plutôt 1870, je crois, je n'ai plus tout à fait les dates en tête, où il y a eu toute une émigration en Irlande, en Écosse, en Angleterre, qui sont partis notamment vers l'Australie. Et il y a des habitants de Saint-Kilda qui sont partis là-bas aussi. Alors, ce qui paraît assez fou quand on imagine cette île totalement isolée, enfin... Comment et pourquoi tout d'un coup, ces 36, je crois qu'ils étaient, ont eu l'idée de partir en Australie, à l'autre bout du monde, sans savoir ce qu'ils attendaient vraiment. Est-ce que c'était un peu leur Eldorado? Alors un peu ça. Alors moi, je l'ai un peu, là, typiquement, je l'ai un peu romancé. J'ai un peu imaginé, je me suis dit, mais comment est-ce que ces gens-là, tout d'un coup, ont pu entendre parler de ça, et comment est-ce qu'ils ont eu l'idée? Est-ce que l'idée a commencé à germer en eux?
Et oui, je Bon, il y dis a que- quand même pas mal de marins qui pouvaient s'arrêter. Oui, alors absolument, oui. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Je pense qu'ils auraient entendu. Et c'était des migrations assez organisées quand même au niveau du Royaume-Uni. Et oui, je dis que l'Australie vole ses enfants parce que c'est un peu l'histoire de tous les migrants. Il y a ceux qui restent au pays, il y a ceux qui partent, et puis ceux qui sont partis, quand ils reviennent, ben, ils sont plus tout à fait les mêmes. Leurs enfants sont plus les mêmes, et puis eux se sentent quand même encore un peu de là, mais plus tout à fait. Et puis j'ai eu cette idée pour tout vous dire, pour rien cacher, c'est une phrase que j'entends assez souvent dans une autre île qui m'est chère, qui est la Sicile, Ah, d'accord. aussi une terre d'émigration Ah, où oui. on va régulièrement, mon épouse est originaire de là-bas. Et c'est une phrase qu'on entend souvent à propos de l'Amérique. L'Amérique vole vos enfants. Ah, d'accord. Parce que les Siciliens qui sont partis en Amérique, ben, ils sont plus tout à fait Siciliens. Et puis ceux qui sont restés, ben, ils ont l'impression que l'Amérique les a volés. J'ai pas l'âme du vendeur, mais moi j'ai envie de vendre ce livre aux jeunes aujourd'hui qui aiment la lecture. Alors que leur dire, que dit l'écrivain pour qu'ils se précipitent dans une librairie et qu'ils achètent ce livre qui ne les quittera plus? Qu'est-ce que doit dire l'écrivain pour être meilleur vendeur que moi? Alors, ouais, je pense que je suis encore pire comme vendeur. Je ne suis pas du tout bon vendeur. Mais vous diriez quoi en disant il y a quand même quelque chose qui peut, vous jeunes, vous happer sans que vous ayez l'âme voyageur? parce que je pense qu'il y a ce que j'entends aussi dans les échos que j'ai de lectrices et de lecteurs de ce livre, c'est que, comment dire, il y a une sorte d'utopie quand même dans cette vie-là. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tellement connectée, tellement bombardée d'images, de sons, etc. Tout d'un coup, là, c'est l'exemple d'une communauté qui a vécu pendant des siècles de manière totalement différente, avec une solidarité, avec une manière de vivre qu'on n'a plus, ou en tout cas plus chez nous aujourd'hui. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, ça peut avoir un écho qui peut toucher. Mais c'est peut-être pas très vendeur quand même. Non. Et puis, parce que ce livre, ça dit quand même le réel. Hein. Moi, je trouve que ça dit beaucoup le réel. Alors, par exemple, j'ai une question, mais vraiment dans le concret, dans le réel. Comment ces gens-là se nourrissent en hiver? Alors, c'était un des grands défis, évidemment, dans cette île complètement balayée par les vents et où très peu de choses poussent. Ils avaient un tout petit peu de culture, mais très peu. Et donc, ils faisaient des réserves. Ils faisaient des réserves d'oiseaux, essentiellement. De manière assez étrange, ils allaient peu à la pêche. Ils n'étaient pas marins. Mais ils allaient beaucoup à la chasse aux oiseaux. Et ils allaient faire des réserves. Alors, il y a notamment une histoire assez célèbre où ils allaient sur une autre île de l'archipel, où on allait les déposer sur l'île et ils allaient faire la chasse aux oiseaux pendant 10 jours, on allait les rechercher, ils revenaient pour Parfois ils sont oubliés. Et parfois ils sont oubliés. Une fois ils ont été oubliés. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est une histoire assez dingue. Non, on peut en parler maintenant, j'ai pas Ok, prévu ce d'accord. passage. Oui, Oui. peut-être expliquer le... Alors c'est une histoire assez folle, c'est au XVIIIe siècle je crois, où effectivement ils ont été oubliés. Donc on a été les amener sur l'île, ils étaient, je sais plus, 6 enfants et 3 adultes je crois. Oui, 9. Ouais. Ils ont été amenés sur l'île, ils ont été à la chasse aux oiseaux, etc. Et on était censé venir les rechercher 10 jours après, sauf que cette année-là, on n'est pas venu. Et c'était, je crois, en septembre, fin de l'été, et on n'est pas venu, et ils ont dû passer l'hiver sur ce bout de rocher, balayé par les vents, enfin, voilà, comme on peut imaginer un hiver dans ces territoires. Et en l'année fait, suivante? Et l'année suivante, ben, au printemps, il y a un bateau qui est revenu, le bateau des propriétaires de l'île, qui est passé par là, qui a vu ce qui s'était passé, qui sont venus les chercher. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu, pendant qu'ils étaient sur l'île, au village, il y a eu une épidémie, maintenant je ne sais plus, de variole ou de rougeole, de variole je crois, qui a tué tous les habitants du village. Donc il n'y avait plus que ces 9 là qui étaient encore survivants. Puis là, peut-être une question un peu provocatrice, on va dire. Saint-Kilda est devenu un État religieux. Comment? Oui, c'est aussi un des mystères, c'est une des choses qui est frappante dans l'histoire de cette île, c'est que le poids de la religion a été très fort. Et d'une religion très rigoriste, un protestantisme, je ne sais plus exactement, j'ai un blanc là, du nom de la branche du protestantisme. Et il y avait toujours un pasteur sur place, et il y a notamment un pasteur assez célèbre au XIXe siècle qui a été extrêmement rigoureux, strict, il devait vraiment lire la Bible tous les jours, aller à la messe, etc. Et c'est quelque chose, moi qui suis plutôt comment dire,
mécréant, ou, pas très religieux, disons. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup parce que je me dis, mais dans un endroit pareil, avec le mode de vie qu'ils avaient, je trouve que ça colle pas bien, quoi. Il y a quelque chose, mais pourquoi, alors qu'on a l'impression que ça peut être un endroit où on peut être totalement libre et tout, pourquoi avoir ce poids de cette religion, et surtout cette religion-là, extrêmement stricte? Il n'y avait pas quelque chose, j'ai pensé à un moment donné qu'il y avait quelque chose de l'attirance d'un groupe pour un chef. Et là, je parle vraiment au niveau sociétal, institutionnel en quelque sorte. Hein. Est-ce que ça peut jouer ce registre-là aussi? C'est bien possible, peut-être. Mais c'est un peu contradictoire par rapport à leur mode de vie, justement. Eux n'avaient pas de chef, pas de hiérarchie. Alors justement, parce que c'est ça l'ambivalence du truc, c'est qu'en réalité, on pourrait se dire que c'était une sorte de société, entre guillemets, idéale, anarchiste, où il y avait une sorte de parlement, on va dire, un parlement constitué dans l'immédiateté, mais dont la récurrence fait qu'on a créé quelque chose d'institutionnel. Je ne sais pas si vous voulez nous dire quelques mots sur ce processus. Oui, alors, ce qu'ils appelaient le Parlement, c'était tout simplement une réunion tous les matins dans la rue, à côté des maisons. À côté des maisons. Et puis ils se réunissaient, et puis ils discutaient, en fait, ils se partageaient les tâches de la journée. Donc ils discutaient entre eux de qui allait faire quoi, et c'est ça qu'on appelait le Parlement. Donc chaque matin, et apparemment, d'après les témoignages, ça peut prendre des heures et des heures de parlotte avant de décider de ce qu'on allait faire. Mais la religion, c'est peut-être aussi, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être aussi que les conditions de vie étaient tellement dures, avec beaucoup aussi de mortalité infantile, ce genre de choses. Je me suis dit peut-être qu'il y avait quand même là quelque chose de besoin de se raccrocher à une croyance, à une foi. Enfin, je pense qu'il y avait quelque chose de ça aussi. Ça me fait penser, je crois, à un moment donné, il y a quelqu'un qui importe, je ne sais pas si c'est la syphilis ou etc., de l'extérieur, alors que c'était quelque chose dont tous les gens étaient très protégés. Alors, vous avez imaginé comment la venue de la syphilis sur le rocher. C'est quelqu'un qui était parti en quelque sorte en périple extérieur. Et puis, et je crois que c'était la variole, mais je sais pas. La variole peut-être. C'est ça justement qui a tué tous les gens qui étaient restés, sauf ceux qui étaient sur le rocher. Et qui l'aurait importé de maison de joie carrément. Si vous voulez s'entendre. Oui, en fait, lui-même est mort donc, en Écosse, donc, sur Saint-Kilda, et l'endroit où, l'auberge où il a été retrouvé mort a eu la mauvaise idée de renvoyer ses habits sur l'île, à Saint-Kilda. Ses habits étaient infectés apparemment, c'est ça qui a transmis le virus. Puis il y a aussi un personnage qui est parti, revenu, à un moment donné, c'était une sorte de mythe. Dans l'île, il a fait l'Australie, les États-Unis, je ne me rappelle plus très bien. Ça, c'est... Il a emmené d'ailleurs ses deux fils, à un moment donné, il revient avec ses deux fils, je crois, ou quelque chose comme ça. Et on voit là qu'en quelque sorte, il y a cette attirance prodigieuse pour son origine terrestre, on va dire, son coin de terre. C'est assez émouvant, mais d'un même côté, il n'arrive pas à transmettre ça à ses enfants. Alors c'est le fameux Gillis donc, qui est intervenu dans le petit paragraphe que j'ai lu tout à l'heure. Et oui, on l'appelait Gillis le Californien, parce qu'il il fait partie de ces gens qui ont émigré en Australie, qui a voulu se lancer dans la recherche de l'or, qui n'en a pas beaucoup trouvé, et qui après, il a fait tout un périple, mais après il a fini en Californie. Il est parti en Californie au moment de la ruée vers l'or. Et là, il a trouvé de l'or, il est devenu riche, et effectivement, il est retourné, je crois même 2 fois, à Saint-Kilda, avec sa nouvelle femme, avec ses enfants, mais à la fois les villageois l'ont un peu le processus que je disais tout à l'heure, les villageois l'ont un peu rejeté, lui-même a voulu imposer certaines choses qu'il avait appris à l'extérieur, c'est mal passé. Donc après on a perdu sa trace, mais apparemment au Canada il a fini. Il y a dans le monde de la littérature, dans celui de la cité je pense aussi, cette idée que le journaliste peine à être écrivain au motif que sa langue quotidienne doit être directe, immédiate, claire à la pensée du lecteur. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est en quoi votre style, celui de Adieu à Saint-Kilda, diffère de votre style à vous, Éric Bulliard, de journaliste. Alors, je pense cette question elle est liée à quelque chose que j'essaye de capter, qui est incaptable, c'est le fait qu'on sent qu'il y a une plume, et que quand on lit un journal, c'est assez rare, parce que finalement les rédacteurs en chef essayent de casser ça, alors que normalement il y a une parole, une sorte d'âme dans la lettre, en tout cas c'est ce que je crois. Et je ne vous connais pas comme journaliste, mais on va imaginer que ce n'est pas votre plume
de journaliste qui est là. Donc c'est quoi qui fait cette différence qui va faire que si je trouve un article de Éric Bulliard dans La Liberté, par exemple, je serais aujourd'hui moins attiré que si je trouvais un autre livre chez un libraire. Alors, je pense que la partie voyage sur place, récit de voyage, est finalement pas si éloignée de ce que je pourrais faire comme reportage. Enfin, il y a un côté reportage quand même là-dedans. Après, l'écriture, oui, est plus travaillée, est plus... la grande différence, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'en tant que journaliste, on n'a pas souvent le temps de travailler autant l'écriture, le style. Mais quoique je fais partie d'un journal à la Gruyère et pas à la Liberté, qui a toute une tradition de journal très écrit, une tradition de gens de plume. Ah d'accord. Moi je vais le tester prochainement alors. Et j'ai la chance d'avoir une certaine liberté, d'avoir des chroniques, ce genre de choses où je peux aussi un peu travailler, essayer en tout cas de travailler l'écriture. Mais la grande différence, c'est la possibilité de retravailler, de reprendre. Et c'est quelque chose que j'ai découvert avec ce roman et que j'ai adoré faire. Est-ce qu'on sent le plaisir de la correction à un moment donné? Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui qui disent ça c'est vraiment ce qui est au niveau du travail artisanal quelque chose d'insupportable, j'ai tellement on n'est pas fait au premier coup, etc. Est-ce qu'après on se rend compte quand on rentre dans ce processus de correction qu'on est devenu meilleur? Alors moi c'est ce que je préfère faire en fait. J'avais lu une fois, je ne sais plus quel écrivain. Ah non. Ah d'accord. J'ai vu une fois un écrivain, je ne sais plus qui c'était, qui disait qu'il y avait deux genres d'auteurs, c'était ceux qui écrivent et ceux qui réécrivent. Et moi, je préfère réécrire qu'écrire. Écrire l'histoire, j'ai fait ça assez rapidement. Puis après, tout l'intérêt pour moi du travail, c'est de revenir sur chaque mot, sur chaque phrase, sur chaque paragraphe, pour essayer de trouver le bon rythme, trouver le bon mot au bon moment, trouver l'image qui soit à la fois juste, mais en même temps pas banale. Enfin, et tout ce travail-là, que je n'ai pas le temps de faire en tant que journaliste, je l'ai découvert là, et c'est ce que j'ai préféré faire. Ça c'est un peu la description de ce qu'on pourrait dire... l'âme des mots d'un auteur finalement, ce que vous décrivez. C'est le processus de correction alors. Oui, et puis de polissage. Après, par exemple, dans celui-ci, l'idée c'était toujours d'essayer d'être au plus juste des sensations, d'essayer de retranscrire le côté humide, le froid, la pluie, l'odeur de la tourbe, enfin ce genre de choses. Trouver les mots pour retranscrire ces sensations-là. Et ça, c'est un travail. Vous êtes d'accord aussi que celui qui aime écrire, il peut être également dans le moment de la pulsion de l'écriture. Bien avant la correction. Ouais. Et alors, comment vous diriez que le style, en quelque sorte, il est distinct chez M. Dupont, chez M. Durand, dans cette énergie immédiate qu'est la pulsion d'écriture? C'est assez mystérieux comme processus. Je ne sais pas vraiment. Et puis je ne peux pas tellement parler pour les autres, comment ils procèdent, comment ça vient, Sans doute qu'il y a des gens qui écrivent de manière presque spontanée comme ça, et puis qui arrivent tout de suite à avoir des idées claires et des phrases qui tiennent la route. Enfin, mais moi, je ne travaille pas comme ça, et puis je ne saurais pas tellement répondre comment... Parce que pour moi, ça reste assez mystérieux. C'est mystérieux. Moi, je crois que c'est ça la bonne raison. Le mystère du style de chacun, en fait. Hein. Ouais. Peut-être, c'est ça. La difficulté après, quand on retravaille, c'est de savoir s'arrêter aussi. Il y a un moment où il faut lâcher. Voilà, il faut lâcher. C'est comme un peintre qui aurait toujours envie de faire une petite touche en plus. Quoi. Ça je crois que je dois connaître. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est une sorte de phrase clé du livre. Ce n'est plus possible. C'est quoi ce plus possible pour les Saint-Quiliens? Et puis, ça serait quoi ce plus possible pour nous, tous les jours, ici, à cette époque où nous vivons? Alors, pour le cas précis de Saint-Kilda, ce n'est plus possible, c'est vraiment, donc c'est la première phrase du livre, c'est vraiment le moment où ils se sont rendus compte, en 1930, qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour continuer à survivre dans ces conditions. Il restait 36 habitants, donc peu d'hommes valides pour aller à la chasse. Et avec aussi à 36 les problèmes de consanguinité qui commençaient à se faire sentir. Et donc là, ils ont eu un hiver précédent qui a été terrible et ils se sont rendus compte qu'ils allaient mourir de faim, tout simplement. Donc c'est plus possible, c'est en fait ça. C'est tout d'un coup, ils se sont rendus compte, on allait jusqu'où on pouvait, mais là, maintenant, on ne peut plus, c'est plus possible. Et c'est là qu'ils ont pris la décision de demander à être évacués. Est-ce que vous voudriez lire le tout début du livre, en fait, effectivement, cette première phrase, ce n'est plus possible. Et juste le paragraphe qui suit. Ce n'est plus possible. Cette phrase dans sa tête
comme une ancienne, qui tourne, virevolte, revient encore. Même quand elle croit penser à autre chose, à la pluie qui approche là-bas, derrière Doune, aux moutons qui boitent vilainement depuis ce matin et qu'on va laisser ici, aux chiens qu'il faudra noyer, au pasteur Munro, sa pâleur hier, à l'heure de l'homélie, comme si déjà était venue sa dernière homélie. Ce n'est plus possible. Et ça serait quoi ce n'est plus possible aujourd'hui quand vous reportez ce mot, vous reportez vers qui Alors, moi, qu'est-ce qui est plus possible aujourd'hui ouais, dans le sens de Saint-Quilien. Mais je crois que c'est une bonne question par les temps qu'on vit. Oui, oui. Après, je ne sais pas, moi, là où je vois un écho avec aujourd'hui, il y a quand même ce côté aussi un peu en filigrane dans ce livre, le côté migration, quoi. Ces migrants, ces gens qui doivent partir de chez eux et qui arrivent chez nous et qui sont maltraités souvent et qu'on veut rejeter. Et moi, j'ai quand même toujours cette impression que je ne dis pas qu'il y a des problèmes, qu'il peut y avoir des problèmes d'immigration, etc. Mais j'ai quand même toujours l'impression que les gens qui sont partis ne l'ont pas fait volontairement. Enfin, ils l'ont fait volontairement, mais ils l'ont pas fait dans des circonstances de contrainte. Ils ont été contraints, c'est ça. Et eux, ils sont partis parce que c'était plus possible pour eux de vivre dans leur pays. Et donc moi, c'est là que l'écho que j'y verrai avec... Après, on peut aller beaucoup plus loin. Non, mais d'accord, mais c'est le premier écho qui vous vient, ouais. le migrant. Et puis alors, ma question, elle était exactement celle-ci. Et pour la poursuivre, chez vous, ça serait quoi le plus possible pour votre personne? Je sais pas. Là, je ressens pas. Est-ce qu'on sera tous confrontés un jour à ça? Sans doute. J'espère pas. J'espère le plus tard possible. Mais en même temps, c'est plus possible. Là, finalement, il faut voir ce qu'on en tire comme conséquence. On peut partir pour aller ailleurs et notre vie sera meilleure. On peut, là, en l'occurrence, ils ont quitté leur île, c'est un déchirement, mais la suite, ils l'ont vécu. Pas tous. Pas tous, mais certainement la plupart quand même de manière plus simple, plus facile. Donc c'est plus possible, c'est une rupture, c'est la fin de quelque chose, mais ça peut être le début d'autre chose aussi. Puis donc je dis, la poésie, c'est souvent plus près du réel qu'autre chose. Et puis en restant attaché au concret, c'est quoi ce premier bateau qui arrive au printemps pour les Saint-Quiliens? Pourquoi ce premier bateau il est tellement important? C'est un peu alors, il est important parce que s'il a la preuve déjà qu'ils ont réussi à traverser un autre hiver, un hiver de plus, ce qui dans des conditions pareilles n'était pas forcément évident. Et puis c'est le retour, il y avait quand même, donc le bateau c'était toujours les propriétaires de l'île, donc l'île appartenait à un clan écossais, qui venait quand même de temps en temps les trouver, qui venait faire du troc, échanger, apporter certaines denrées qui n'étaient pas disponibles sur l'île. Donc pour eux c'était un peu le retour alors oui, le retour au printemps, mais aussi le retour à une vie un tout petit peu plus simple qu'en plein hiver, et puis le retour à une sorte de traversée de cet hiver infernal qui prend fin, quoi. Même si, alors nous, moi j'y suis allé au mois d'avril, les conditions étaient déjà assez pénibles, mais en hiver c'était encore pire. Pendant la période de rédaction de ce livre, est-ce que vous l'avez fait en quelque sorte en une traite, de manière régulière, posée, ou bien vous avez vraiment posé le livre à la limite une semaine, écrit 3 semaines plus tard, etc. Ouais, c'est plutôt ça, parce que comme je travaille à 100% comme journaliste, j'écrivais un peu quand je pouvais, un peu les week-ends, et puis beaucoup en vacances. De manière un peu anarchique alors. Ouais, dès que je pouvais, dès que j'avais un petit moment, et puis je laissais, j'ai mis, je pense 2 ans en tout pour l'écrire, par bribes, quoi, vraiment. Tout d'un coup, je le laissais pendant 2 semaines, pendant 1 mois, je le reprenais, ça s'est vraiment fait comme ça. Est-ce qu'il vivait dans votre tête? Oui, alors tout le temps, ouais. Tout le temps? Ouais. Et vous aviez un carnet, par exemple, pour noter des petits trucs qui pouvaient vous arriver? Non, pas vraiment, pas de carnet. Par contre, j'avais un plan, j'avais fait un plan assez préalable. Ouais. D'accord. Au moment où je me suis décidé de me lancer, donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas l'intention d'en faire un livre. Quand on allait sur place, c'était pas le but non plus, c'était vraiment un voyage. Et puis c'est en rentrant après, en discutant avec des amis,
je cassais les pieds à tout le monde avec les histoires de Saint-Kilda. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas sortir indemne si on rentre dans cette histoire-là. Absolument, ouais, je pense. Ouais. Peut-être c'est une façon de se dire non, je vais laisser ça derrière moi et puis je vais terminer mon dernier chapitre. Puis un jour, il y a un ami qui me dit mais tu devrais en faire un livre, cette histoire. Et puis alors, je lui ai toujours dit que je pensais que c'était pour me dire mais lâche-nous avec Saint-Kilda et fais un livre. Peut-être les deux. Et c'est vrai que je me suis dit tiens, mais c'est vrai, peut-être qu'elle a raison, quoi. Il y a peut-être quelque chose à en faire. Et donc, mais au moment où je me suis lancé, j'ai quand même commencé par en faire un plan assez clair. Mais quand vous avez fait le plan, parce que c'est un livre avec flashback, hein, puisqu'on fait référence au voyage d'aujourd'hui pour retrouver ceux de hier, dans ce plan, vous avez tout de suite imaginé ces coupures de chapitres entre le présent et le passé. Ouais. Ça, c'est le premier principe que j'ai posé. Ouais. Donc, cette alternance de aujourd'hui. Donc, au moment de la construction du plan, vous aviez cette alternance dans la tête. Ouais. Et vous l'avez inclus dans la description du plan. Ouais, j'avais vraiment mon plan, c'était vraiment chapitre par chapitre. Et puis, puis après, je l'ai suivi, pas intégralement, parce qu'après, ça change au moment de l'écriture. Mais j'ai suivi quand même de manière. C'est un plan relativement détaillé, quoi. Ici, je vais lire exactement ce que j'ai écrit. Adieu à Saint-Kilda sonne comme une fin, comme un jamais plus, comme une sorte d'envoi à Dieu. Que restait-il chez vous après cet adieu de Saint-Kilda? Qu'est-ce qui reste en vous aujourd'hui de Saint-Kilda? Alors, bon, déjà, quand je revois le livre, quand je vois la couverture, je suis resté fasciné quand même par ce qu'on a vu sur place, même si avec les conditions météorologiques qu'on avait, on n'a pas eu grand-chose. Il y avait de la pluie. Vous n'êtes pas monté au sommet de la montagne, comme ce touriste, je ne sais pas d'où il venait, qui avec sa Vinjak. Oui, certains ont tenté l'expérience, mais ils n'ont pas vu grand-chose. On vous a dit, vous avez bien fait de ne pas monter, parce qu'il n'y a rien de tout. Et c'est vrai qu'au tout début, en arrivant sur place, pour moi, ma première réaction, c'était assez décevant parce qu'on ne voyait rien, alors que je rêvais d'aller là-bas depuis très longtemps, depuis longtemps. Et j'arrive sur place, on n'y voit rien. Mais après, il y avait tout le reste, il y avait ces maisons plus ou moins retapées, il y avait l'église, l'école. Le musée, peut-être dire un petit mot. Le petit musée. C'était quoi la salle du musée? C'était une salle qui était très importante pour l'histoire du livre. Hein, oui, parce que maintenant c'est un petit musée, mais c'est une ancienne maison qui a été retapée. Et puis c'était la salle où le destin de Saint-Kilda s'est joué. Alors ça, c'est ce que j'ai imaginé. Ça, c'est imaginé. Mais je ne sais pas exactement où ça s'est passé. On a l'air, c'est pas simplement vouloir croire, on s'est dit, ça n'a pas pu se passer ailleurs que là, finalement. Ou bien, mais sans doute. Il faudrait prouver le contraire. Sans doute, je l'ai imaginé comme ça. Et donc moi, j'ai quand même gardé ces sensations, ces souvenirs de cet endroit. Et puis c'est vrai que ça m'arrive parfois de penser un peu à ces gens, à ce qu'ils sont devenus après. Alors c'était ma question quand même très importante. Il y a eu ce départ, puis finalement, ces gens après, ils sont devenus quoi? C'est pas qu'ils sont devenus gouvernants de maison, ou bien, etc., avec plusieurs métiers, mais comment on vit? Parce que finalement, c'est ça, adieu à Saint-Kilda. Comment ces Saint-Kildiens, ils vivent après avoir dit adieu, finalement, à ce qui leur était le plus cher? On m'a parfois demandé si je ne voulais pas écrire la suite ou ce que je savais de la suite de ces habitants, mais en fait, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas tellement recherché ça. Ce que je sais, c'est que la plupart. Est-ce qu'on a envie de connaître la suite? Mais justement, moi, je n'ai pas forcément envie, justement. Je ne crois pas. Mais ce que je sais, c'est que la plupart, ils ont vécu, ils n'ont pas demandé à être, d'ailleurs dans la lettre qu'ils envoient pour demander à être évacués, ils précisent bien qu'ils ne demandent pas spécifiquement à être réunis en communauté. Donc ils ont été un peu dispersés en Écosse, donc dans les villages d'Écosse, et après ils ont mené une vie, je crois, d'Écossais du XXe siècle, assez normale. Il y a un habitant, le dernier est mort il y a 5-6 ans. Il avait 6 ans au moment de l'évacuation en 1930, donc il était de 1924, et il est devenu très âgé. Et lui a souvent raconté cette histoire. Souvent, il est retourné sur place, et il a transmis ça à ses enfants. Enfin. Et dans ces interviews que j'ai pu lire de lui, il a l'air de raconter qu'après, ils ont mené une vie tout à fait normale. Mais la plupart, apparemment, d'après ce qu'il dit aussi ce monsieur, sont restés nostalgiques de cette île, de cette époque.
alors qu'ils vivaient dans des conditions épouvantables, qu'ils ont demandé d'être évacués parce qu'ils allaient mourir, mais ils en ont gardé la nostalgie quand même. Mais, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Oui, mais est-ce que cette nostalgie-là, elle n'est pas exactement identique à la nôtre lorsqu'on pense, par exemple, à notre enfance, etc. Est-ce que c'est pas Sans doute. Dans ce registre-là ou bien? Sans doute. Il y a sans doute de ça, puis, mais il y a quand même aussi certainement comment dire, le regret de cette vie simple, de cette vie simple et difficile, mais en même temps en lien avec la nature. Enfin, il y a un peu tout ça qui rentre en ligne de compte, j'imagine. Là, vous avez vécu de l'écriture, c'est un autre genre, etc. Et j'aime bien poser cette question aux gens, et encore, quand je rencontrais tous les amis de mon frère, j'ai posé à plusieurs la question, et c'est marrant parce que la réponse elle est souvent celle que j'attends. Aujourd'hui, écrivain, vous imaginiez journaliste à 10 ans? À 10 ans, non. À 10 ans, je m'imaginais footballeur. Footballeur. À 10 ans, j'adorais le foot. Ah d'accord, oui. Enfin, j'adore toujours le foot, mais j'étais vraiment très... Par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu un goût pour la lecture. Alors, mes parents n'ont pas du tout fait d'études, mais on avait toujours des livres à la maison. Et vos premiers livres, par exemple? Alors, si on parle vos premiers souvenirs tout premier, ouais. Ça serait Oui, ce genre de choses. Bibliothèque verte, bibliothèque rose d'abord. Louis Fricotin? Pas tellement, non. Club des 5. Club des 5, mais le premier souvenir vraiment marquant de livre plus littéraire, c'est Les Misérables. Victor Hugo, c'est un livre que j'ai lu dans la bibliothèque verte, je me souviens. J'imagine en version raccourcie, mais et ça m'a fasciné. Je vois très bien le livre, j'ai dû le lire. Oui. Après, j'ai lu la version, mais effectivement, elle était très réduite. À l'époque, on ne le savait pas. Ouais. Moi, il me semble que j'ai souvenir que ça me paraissait déjà assez épais. Mais c'était pas comparable non, c'est sûr, à la version finale. Et j'ai été très marqué par cette lecture. Encore maintenant, j'adore Les Misérables, j'adore toute cette histoire. Et j'ai été marqué, je me souviens évidemment, par Gavroche. J'étais très marqué par le moment où Fantine doit vendre ses dents pour se payer à manger. Enfin, j'ai trouvé... Et Les Misérables, c'est vraiment le premier livre, je pense, sérieux qui m'a marqué. Après, pouvoir choisir ensuite la voie du journalisme, ça s'est fait... Oui, après j'ai d'abord choisi la voie des lettres, d'études de lettres. J'ai été très marqué aussi par la chanson française dans mon adolescence, par Renaud notamment, qui m'a ouvert au goût de la langue, au goût de l'écriture un peu différente. C'est pas forcément cette écriture qu'on apprenait à l'école, bien écrit, avec le bel adjectif au bon endroit. Tout d'un coup, là, il y avait une écriture, il y avait de l'argot, il y avait des choses. D'un coup, j'ai découvert que la langue française pouvait être autre chose que le joli, gentil. Et Renaud m'a amené après à Brassens, à tout ça. Et ça m'a donné le goût après de la littérature. Ça m'a donné envie de lire des poètes, ça m'a donné envie de lire Baudelaire, Rimbaud, tout ça à l'adolescence. Puis après, voilà. La petite facette d'actualité que je pourrais poser là, c'est ce matin, je crois, c'est encore ce matin, j'ai dû lire dans je sais pas, ces journaux non payants de Suisse romande, qu'il y avait un débat sur le fait que Renaud ne savait plus chanter, que c'était absolument une horreur, qu'il ne fallait plus aller le voir, etc. Puis il y a Laurence Boccolini qui a piqué une crise en disant mais laissez-le en paix. Et puis son homme de confiance lui a dit la seule chose pour qu'il vive, c'est qu'il chante, alors n'ayez pas ce regard sur Renaud. C'est quoi votre point de vue? Vous avez cité là Renaud tout à l'heure. J'étais très très fan. Et malgré tout, je le reste. Enfin, j'ai vu l'année passée à Lausanne. Alors effectivement, pour être très franc, il ne peut plus chanter. Et en même temps, j'ai rarement été aussi ému dans un concert. C'est magnifique, c'est beau de le voir, c'est beau de voir tout ce monde. Tout le public chante pour lui. Enfin, il y a quelque chose de... Et j'en parlais avec un ami que j'ai rencontré sur place là-bas, et on se disait, mais en fait, on n'est pas là pour avoir un concert comme un autre. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de... Alors oui, il y a un peu le côté, on retrouve notre jeunesse et tout, mais il y a quand même cet homme qui est là, qui nous a tellement apporté, qui a tellement apporté à la chanson, et je trouve qu'effectivement, s'il a envie de chanter, qu'il continue de chanter, et puis les gens qui vont le voir, je pense qu'aujourd'hui, ils vont le voir en connaissance de cause. Bon, c'est assez marrant qu'on termine cet entretien là-dessus, parce que j'ai mis les gens qui verront cet entretien verront dessous les deux chansons, des deux chanteurs d'ailleurs, parce que moi j'ai choisi aujourd'hui Les Copains d'abord, parce que mon frère aimait beaucoup ça de Brassens, vous avez cité Brassens,
Et je crois que c'est une bonne fin pour cet entretien. Merci pour ce moment, Éric Bulliard. Merci à vous. Merci.